adhéré au SNJ quand je suis arrivé à l'ORTF. Je suis arrivé à l'ORTF fin 71 en sortant de l'école de journalisme, le CFJ. Et assez vite, j'étais à la rédaction de France Culture, assez vite on a eu des petites difficultés, etc. Et le syndicat qui était le plus présent, le plus actif, c'était le SNJ. Alors moi, mon premier contact avec le SNJ, j'étais jeune journaliste débutante, mon premier emploi dans un hebdomadaire qui s'appelait L'Écho de la presse et de la publicité, dont le patron était anti-syndical, mais anti-syndical journaliste, mais anti-syndical patron aussi. Moi, j'ai adhéré en fait en 69 au SNJ. On sortait donc de la grande grève de 68. On avait fait 1 mois et demi de grève. Les syndicats étaient affaiblis et désorganisés. Et puis un jour, on reçoit un coup de téléphone de Paris nous disant que le SNJ organisait une réunion à Reims pour l'Est, pour tout l'Est. Alors on s'est concerté et puis j'ai dit il faut qu'on y aille absolument parce qu'on avait beaucoup de problèmes. Et donc j'ai dit moi je vais y aller parce que moi j'étais en arrêt de travail, je m'étais cassé le pied en reportage. J'ai dit je vais y aller. Mais on était en décembre. Il faisait très froid, il y avait de la neige, du verglas. Et alors, donc, me voilà parti dans la direction de Reims. Je fais une vingtaine de kilomètres, et puis je me dis quand même, si jamais j'ai un accident en arrêt de travail, c'est quand même, c'est grave quand même. Et donc, j'ai refait demi-tour, je fais 10 kilomètres, je dis, c'est pas possible, on a trop de problèmes, il faut y aller. Donc, j'ai refait demi-tour, et je suis parti à Reims. Et arrivé à Reims, on s'est retrouvés, je crois, à 5. Il y avait donc Michel Boudet et Édouard Guibert, qui étaient de l'ORTF, donc ils venaient de Paris. Il y avait Jean-Marie Noël, puis un autre, je crois, et puis moi, on était à 5. Donc on a fait une réunion à 5. On était censé représenter tout l'Est de la France. Et puis c'est là que j'ai pris la décision d'adhérer au SNJ. L'adhésion au SNJ, c'est 1962. Je suis à Sud-Ouest. Et il y a une assemblée du SNJ, j'y suis allé, et non seulement c'était ma première assemblée générale d'une section SNJ, mais en plus il manquait un trésorier adjoint. Donc au bout d'un long moment, j'ai fini par lever la main, et je me suis retrouvé et adhérent et trésorier adjoint de la section régionale. Moi j'ai connu le SNJ quand je travaillais à Orléans, à la République du Centre, qui était le quotidien du Loiret et de Réloir. Voilà. Et je me suis intéressé à l'action syndicale parce que le délégué du SNJ de l'époque, qui dirigeait la section SNJ, était trop compréhensif à l'égard du patron et épousait plus souvent ses vues que les vues des salariés. Mon adhésion au SNJ, ça commence à être une longue histoire puisque ça remonte à une quarantaine d'années, 40 ans précisément, puisque c'était en 1977. Je venais d'être embauché donc dans mon hebdomadaire La Dépêche à Évreux. Et quelques semaines après mon embauche, j'ai été voir le correspondant de la carte pour obtenir ma carte. Et il se trouve que le correspondant régional Normandie pour la CCIJP, c'était Jean-François Baudu. Et Jean-François Baudu, pour ceux qui se souviennent de son nom, c'était un des journalistes qui avait mené le combat contre l'arrivée de R100 à Paris-Normandie. Et donc, c'était un militant très expérimenté. À dire vrai, il n'a pas eu besoin de forcer le trait pour me convaincre, parce que moi j'avais été étudiant, j'avais milité à l'UNEF, et dès le moment où je travaillais, je savais que je me syndiquerais. Et le SNJ, pour moi, c'était une évidence parce que c'était le premier syndicat de la profession et il n'était pas question d'aller ailleurs. J'ai adhéré au SNJ en 1975. On était une bande de jeunes journalistes dans un hebdomadaire de Normandie qui s'appelait le Pays d'Auge. Donc R100 avait fédéré plusieurs petits journaux pour créer le Pays d'Auge. Donc il y a eu les élections de délégués du personnel. J'ai été candidat. À l'époque, on s'est mis l'étiquette SNJ sans trop savoir à quoi ça correspondait, en fait, qu'on était SNJ sans vraiment adhérer, c'était porteur. En face de nous, on avait une liste CGC. Et puis, je me suis retrouvé délégué du personnel. Donc, on a régularisé tout ça dans le mois suivant. J'ai appelé le national
Boissaré est venu en Normandie, on a fait une petite bouffe sous les pommiers avec les collègues, c'était plutôt sympa. Je savais que le SNG existait. Quand j'ai eu fini des études de lettres, je suis allée voir le CFPJ, le CFJ pour demander s'il fallait que je complète avec une école. Et ils m'ont dit que bon, j'avais déjà roulé un peu ma bosse et que c'était pas la peine. Mais je m'étais renseignée sur le milieu journalistique, donc dès que j'ai eu une première feuille de paie, je suis allée au SNJ. J'ai pas beaucoup de mémoire des dates, mais celle-là, je m'en souviens très bien. C'était le 10 septembre, j'avais été embauché le 1er septembre, j'ose pas le dire, 1968. Et j'entrais dans la profession, il y a un gars qui est venu me voir en me disant je suis du SNJ, je suis le trésorier, et donc il dit bah, tu sais, le SNJ, premier syndicat dans la boîte, ce qui était vrai. Premier syndicat national, ce qui était vrai aussi. Donc, voilà, je suis parti. Oui, eh bien, j'ai connu le SNJ avant que je ne sois journaliste officiellement. Et je dois dire que j'étais à ce moment-là dans l'Aveyron. Je faisais une période de 3 mois pour avoir ma carte de journaliste. C'était ce qui était imposé à l'époque. Et j'ai rencontré un journaliste qui était vraiment chaleureux, qui s'occupait du SNJ, qui m'a aidé à avoir ma carte, enfin qui m'a montré les papiers qu'il fallait faire et tout. Et je le revois toujours et je le reverrai toute ma vie. Un jour, en rentrant dans la salle où nous travaillons, et qui me dit, d'un air ravi en me montrant la carte, voilà Suzanne, tu as ta carte. Et ben c'est un moment qui ne s'effacera jamais. Et depuis ce moment-là, qui remonte à plus de 40 ans, et ben je suis toujours fidèle au SNJ et j'ai toujours ma carte du SNJ, même si c'est une carte de retraité, mais j'y tiens et c'est un engagement et à la fois c'était une ambiance extraordinaire. Il était conduit par une très forte personnalité qui était Édouard Guibert, que je vais reciter 2-3 fois certainement dans le cadre de ce témoignage, et qui nous a vraiment formés au syndicalisme et aussi au journalisme d'une certaine façon. Ensuite, il y a eu des adhésions qui se sont faites. On a fait une première assemblée générale à Cognac, et en 68, on avait quand même réobtenu les commissions paritaires, comité d'établissement, comité central d'entreprise, comité d'hygiène et sécurité, etc., etc. Donc il fallait trouver des candidats. À Sud-Ouest, c'était le SNJ. Donc, je n'ai aucun mérite. Le syndicat implanté, le syndicat qui était là, on m'a dit ici, c'est le SNJ. Donc, SNJ. Alors, j'avais entendu parler du SNJ, j'avais pas entendu parler des autres syndicats de journalistes. Et je me suis pointée au syndicat. Et là, chapeau, j'ai été accueillie par trois militants. Ralph Messac, qui, au moment de sa retraite, je crois qu'il travaillait à Europe 1, au moment de sa retraite, est devenu avocat. Il était déjà très branché au droit du travail, bien sûr. Claude Prunier, qui était, il était à l'Aurore, ou il avait été viré de l'Aurore, je ne sais plus. Il est décédé depuis. Et puis, Daniel Gentot, qui était à UPI, ou viré de UPI. Enfin, tous ces gens étaient des militants très actifs dans leurs entreprises. Et il se trouve que, c'est le plus curieusement d'ailleurs, j'ai eu ma carte du SNJ avant d'avoir ma carte de presse. Donc, peu à peu, j'ai évincé le délégué de la section et c'est moi qui ai pris en main la section du Loiret-Loire. Quand j'arrive au Courrier Picard, il y a déjà une structure, hein, il y a une organisation qui est en place, il y a déjà des gens du SNJ. Donc moi je monte dans le bateau et puis on rentre tous ensemble après. C'est une personnalité qui m'a fait venir au SNJ, et je crois que ça compte beaucoup dans l'histoire du syndicat, des hommes et des femmes qui savent entraîner les autres. Et c'est ce que j'ai trouvé au SNJ, au RTF, avec Édouard Guibert, quelqu'un qui était un vrai journaliste, un vrai militant, et qui savait donner aux jeunes cons que j'étais des tâches à remplir, des activités à faire, et pas ce sentiment d'être simplement une piétaille. Et donc c'était vraiment très très formateur. On m'a présenté au comité d'entreprise. Je me suis fait bananer parce que j'ai pas voté pour moi. Et puis, d'abord, j'ai eu plusieurs mandats de délégué syndical, de secrétaire du CE. Et puis, on a créé une section
qui était assez dynamique, puisque je pense qu'une section, on faisait souvent des mouvements de grève, en fait. Tous les 6 mois, s'il n'y avait pas de grève, il y a une partie de la section qui n'était pas bien d'accord. J'ai créé une section à Montpellier, quand je suis arrivée à Montpellier, parce que ça ne marchait pas. Le SNJ existait en principe, mais personne ne s'en occupait. Donc, c'est en disant, faut quand même réagir, il faut faire des choses. Et on m'a dit, si tu veux faire des choses, t'as qu'à les faire. Voilà. Donc, je ne cherchais rien du tout, simplement qu'à faire revivre un état d'esprit. Et puis voilà, je me suis retrouvée avec des responsabilités que je n'avais pas du tout, que j'avais pas souhaité. C'est pas que je ne voulais pas les faire, mais j'avais pas pensé. Mon activité s'est surtout déroulée dans le domaine international. Le premier congrès de l'affiche auquel j'ai participé, c'est celui de Nice en 1978, congrès organisé par la France, où une délégation importante du SNJ s'était rendue. Délégation qui comportait à l'époque Daniel Juntot, Lilian Croix, Michel Lemerle et puis moi-même. Le premier échelon, c'est un mandat dans une section régionale ou locale ou d'entreprise. Et puis, tout d'un coup, le gars revient du congrès de Rennes et me dit je t'ai mis au comité national. Je dis, c'est quoi le comité national ? C'est un truc qui se réunit 2 fois par an, tu verras, c'est pas cassant. Donc, deuxième mandat, membre du comité national. Au sein de Sud-Ouest, délégué du personnel, comité d'entreprise. Donc voilà, le cheminement de base des premiers mandats syndicaux. L'essentiel, ça a été donc le chômage et les pigistes, les deux d'ailleurs, mes sujets préférés. Et au fil des années, au fil des fonctions au sein du syndicat en Île-de-France, où j'ai quand même tenu toutes les permanences à un moment ou à un autre. L'un des points forts, c'est au début de ma carrière de militant SNJ, c'est l'achat des locaux du 33 de la rue d'Illuve. Je suis presque aussitôt passé au national parce que j'étais suppléant de Lilian Croix, qui était président et secrétaire général du syndicat et qui est décédé. Donc je l'ai remplacé et là commencé quelques fonctions dont je me souviens plus très bien, mais je dois être secrétaire général, trésorier général. Moi, j'étais délégué du personnel, j'étais au comité d'entreprise. Pour faire respecter un accord de 73, c'est une vieille histoire. C'était vraiment la guérilla avec le livre CGT. Et je suis restée 10 ans à Reuter Paris, où j'ai été délégué du personnel, élu au CE, délégué syndical, et je peux dire assez active, dans un contexte là aussi qui n'était pas spécialement facile. Cette tâche, j'en fus chargé, et donc je m'employais pendant quelques années, une dizaine à peu près, de faire revenir le SNJ à la FIJ. Et donc, à l'issue de l'Assemblée Générale, j'ai dit à Édouard Guibert, j'ai dit, écoute, si vous manque quelqu'un, moi je veux bien être candidat à ce que vous voulez. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un des premiers élus du temps de l'ORTF pour représenter les journalistes dans toutes les instances de concertation à l'ORTF, donc à Paris nationalement, et puis ensuite sur le plan régional, délégué du personnel, comité d'établissement, etc. etc. Et quand je suis arrivée chez mon deuxième employeur au début des années 80, je suis devenue déléguée du personnel. Il n'y en avait pas à l'époque, c'était la première fois. Je crois que j'ai fait 3 mandats, si je me souviens bien. Avec mes origines italiennes, j'ai eu un excellent contact avec le syndicat italien, un syndicat qui était assez puissant dans la mesure où ils avaient 20 000 adhérents et une vingtaine de salariés permanents, et ce qui nous paraissait nous-mêmes quelque chose de très important. Après, je viens au premier comité national, je viens au premier congrès. La présidence, le premier mandat que j'ai eu, c'est le SNJ a encore un président, c'est en 1979, où je suis élu au congrès d'Avignon à la tête du syndicat.
Et puis, assez rapidement, le syndicat fait le choix d'une nouvelle dénomination, qui est un secrétariat général collégial. Et je suis élu à nouveau à la tête du syndicat en 1984. Et là, je vais faire 20 ans jusqu'en 2005. C'était une première dans mon entreprise parce qu'il n'y avait pas de syndicat. Les gens étaient quand même étaient mobilisés pour les questions sociales. On n'était pas dans un canard de droite. Mais c'était pas évident. Alors ça n'a pas été mal vu non plus. Il n'y a pas eu de répression et tout. Mais bon, ça marquait le coup. Et puis donc j'ai été élu délégué du personnel. Et après on a formé un comité d'entreprise parce qu'on était plus de 50, puisqu'on avait un petit canard, une rédaction de 9, mais il y avait aussi l'imprimerie et il y avait le service publicité, donc on était plus de 50 et donc on a créé un CE. Et à l'époque, c'était Jean Baruc qui s'occupait de la permanence juridique. Et je lui ai dit, je l'ai rencontré. Alors j'ai eu très peur parce qu'au début, tout le monde me disait « tu verras, il n'est pas commode, il a cette tête, il déteste les gens idiots. » Donc j'y suis allée à reculons, j'avais très très peur. Et en fait, ça s'est incroyablement bien passé tout de suite. On s'est entendu comme larron en foire. Et Jean m'a formée. C'est-à-dire que pendant des semaines, voire des mois, j'étais en doublon à la permanence juridique. Et puis ensuite, j'étais toute seule dans une salle à côté de Jean et j'ai fait mes premières permanences toute seule. Et puis quand j'avais un problème, je courais dans la pièce à côté pour demander à Jean. Et puis malheureusement, Jean a fait son AVC. Et donc j'ai repris la permanence toute seule. J'ai commencé à la pige. Et là, je me suis rendu compte que, pour faire respecter les droits, c'était extrêmement compliqué. Et il se trouve, j'avais commencé à être très active au niveau du syndicat parce que l'agence Reuter était à 200 mètres de la rue du Louvre, donc je venais beaucoup. Puis j'avais des horaires, je travaillais 6h30 par jour avec un salaire correct. Donc j'avais beaucoup de temps à donner au syndicat. Et après, quand je suis devenue journaliste pigiste, j'ai continué, mais en ayant à m'occuper de mes propres problèmes. Et donc je me suis un peu spécialisée sur les droits des journalistes pigistes. Et on a créé le pôle pigiste qui se charge de conseiller les sections, de répondre à leurs demandes, mais c'est surtout aussi beaucoup de demandes de journalistes pigistes individuellement. Et c'est le catalogue des violations des droits des pigistes est terrible, quoi. Alors le pire, c'est quand ils sont même pas payés en salaire, et c'est pour ça qu'on mène actuellement une action. On a créé un petit groupe qui s'appelle Stop Auto-entrepreneuriat, parce qu'il y a des employeurs qui maintenant obligent des journalistes pigistes à s'installer auto-entrepreneurs. Pour moi, il y a une date aussi importante à ce moment-là, c'est en 86. Le congrès du SNJ était dans le Nord, à Ambleteuse. Et là, j'ai rencontré Albert Leclerc, qui était président de la Caisse nationale des cadres de la presse et qui m'a demandé de le rejoindre. J'étais assez intéressé par tout ce qui était retraite, prévoyance, mettre mon nez là-dedans, essayer de servir la profession. Donc j'ai accepté. J'ai succédé à Joanny Roy du Monde, qui avait démissionné à l'époque. Et voilà, et c'était parti pour... je suis devenu président de la Caisse, président du groupe Bellini, mais les vents, au contraire, ont commencé à souffler parce que les temps étaient difficiles, la GIRC et l'ARCO étaient déficitaires, donc il a fallu essayer de trouver des moyens. Les tutelles ont fait en sorte de trouver un accord qui essaye de répartir les efforts, et puis surtout, elles ont imposé le regroupement des institutions. En 1974, il y a eu l'éclatement de l'ORTF en plusieurs sociétés. Et donc, Édouard Guibert, qui ne voulait pas que les différentes directions disent « on ne peut pas négocier parce qu'on n'a pas d'interlocuteur », donc il a désigné un secrétaire général par société. Et donc, moi, je me suis retrouvé secrétaire général du SNJ pour France 3 à l'époque. Et donc, aussitôt, je me suis retrouvé avec une délégation du SNJ à négocier le nouveau statut des journalistes à France 3. Et ça a duré 1 an, la négociation. En revanche, je ne m'occupe pas que de la permanence juridique, je suis aussi beaucoup investie au pôle pigiste, avec Martine Rossard. Et je vais porter la bonne parole dans les clubs de la presse ou dans
manifestations où je sais que les journalistes rémunérés à la pige sont nombreux, dès que je peux. François Boissary m'a téléphoné en me disant ah bah écoute, puisque tu travailles en presse hebdomadaire régionale, bah ça serait bien que tu viennes participer aux négociations salariales de la PHR quoi, à Paris. Je dis ouais, bon, j'ai pas d'expérience, je sais pas, bon, dis non, t'inquiète pas, moi j'y suis, tu viens avec moi et voilà. Bon, j'ai fait 2-3 réunions avec lui, appréhender ce milieu un peu particulier. Et puis au bout de 3-4 fois, il m'a laissé tout seul, comme un grand, pour me débrouiller. Et si bien qu'un jour, d'ailleurs, je me suis retrouvé tout seul avec le patron de la presse hebdomadaire régionale qui s'appelait Albert Garrigue, qui était un monsieur assez imposant, qui détenait un groupe de plusieurs hebdomadaires régionales dans le sud-ouest. Donc ça, c'est un de nos premiers problèmes, c'est de faire reconnaître que les journalistes pigistes sont bien des salariés à part entière. Et on a pour nous la loi Cressard qui dit tout journaliste professionnel qui travaille moyennant rémunération pour une entreprise de presse est présumé en contrat de travail. Bon. Et puis, il y a aussi quelque chose dans la convention collective qui parle des journalistes pigistes. Alors, ils disent journalistes employés à titre occasionnel. À vrai dire, c'est de moins en moins occasionnel. Il y a des rédactions qui travaillent avec des journalistes pigistes, mais de façon très très régulière. À défaut d'embaucher des journalistes mensualisés permanents, on recourt beaucoup aux journalistes pigistes qui sont beaucoup plus économiques puisqu'en général, on ne respecte pas leurs droits. Autre date, je deviens, comme tout le monde a été viré, les jeunes cons qui sont restés, ils deviennent délégués. Ils ont envie de tenir un peu le flambeau, ça a été mon cas. Je suis devenu le délégué syndical de Radio France. Bon, je ne vais pas vous raconter ça en détail, mais c'était une époque où, comme je disais avec un copain, on est les deux Vestales qui gardons la flamme. Ça va repartir. On venait de l'ORTF que je viens de vous l'écrire, et on se retrouvait à 5-10 adhérents, mais on gardait la flamme. Et c'est reparti. C'est reparti parce qu'on a mené des combats, parce qu'on a su défendre les gens, parce qu'on a fait du syndicalisme de proximité. On distribuait les tracts aux mecs un par un dans les couloirs, on allait discuter avec eux. Quand il y avait une élection, on faisait une vraie campagne physique de terrain dans les bureaux de Radio France, et puis après dans les locales de Radio France quand il y en a eu. Et ça payait. Et je suis resté 21 ans à la commission de la carte, 21 ans à ce qui est devenu Audience, puisque Bélinier a été racheté. Arrive après 1981, je suis à ce moment-là le porte-parole de l'intersyndicale des journalistes de l'audiovisuel, qui est une sorte de sous-union nationale des syndicats de journalistes, avec la CGT, la CFDT et FO et le CNJ. La CGT, il n'y a pratiquement personne à l'époque à l'ORTF. Et c'est moi qui mène au sein de l'ORTF, plutôt des sociétés issues de l'ORTF à l'époque, en 81, France Télévisions, France 2, France 3, etc., toutes les réflexions sur que doit être l'audiovisuel après 81. Et nous rédigeons, nous, au SNJ, un document qui s'appelle « Pas de chasse aux sorcières », qu'on retrouvera dans les archives du syndicat, qui est un texte qu'on rend public le 11 mai au matin. Le 12 mai au matin, après l'élection. Mitterrand, c'est le 10 mai, donc on le rend public le 11 mai. C'est dur d'être vieux. On le rend public le 11 mai au matin. C'est un texte qui dit en gros, il y a un changement politique en France. Ça peut signifier une information libre à travers la radio et la télévision pour les citoyens, mais à une condition. Qu'on ne reparte pas dans les errements politiques du passé avec les interventions politiques qu'on a connues. Donc que le nouveau pouvoir sache nous laisser vivre, nous donner l'autonomie nécessaire dont on a besoin. 2, et c'est pas tant une condition qu'une conséquence, que ceux qui se sont vraiment vautrés dans la collaboration journalistique avec l'ancien pouvoir sachent en tirer eux-mêmes les conséquences. Mais, et on écrivait, pas de chasse aux sorcières. Et puis, peu de temps après, on s'est retrouvé dans des négociations de la presse hebdomadaire régionale avec un vieux monsieur sympa à l'accent rocailleux qui s'appelait Garrigue. On a amélioré un peu le sort salarial, même si c'est toujours un peu des salaires de misère dans la PHR. Je me souviens qu'à l'époque, on avait obtenu 10% d'augmentation salariale. On avait des problèmes tout cons, c'est qu'on était à une époque où on faisait la semaine de 6 jours et qu'on voulait faire la semaine de 5 jours. Et donc, ma première manif, je me rappelle, c'était en février 72, avec le SNJ,
pour obtenir la semaine de 5 jours. Alors je vais commencer par Sud-Ouest. En 63, un an après mon adhésion, il y a une grève en PQR sur les salaires. Et la grève est décrétée, il faut faire grève, sauf qu'à Sud-Ouest, je me retrouve tout seul. Je suis au sein d'une rédaction régionale, on est 25, et je dis à mon chef de service, c'est la grève au SNJ, je suis en grève. Et donc là, avec l'atelier, ça a été mon heure de gloire, parce qu'il y avait un journaliste qui faisait tout seul la grève à Sud-Ouest en 63 pour les salaires. Bon, j'ai toujours été attirée quand même par la précarité. Et là, c'est pas des beaux grands combats, c'est des trucs qu'on a un par un. J'aimerais dire que pour les journalistes pigistes, il n'y a pas de discrimination. Au sein du syndicat, pareil, je veux dire, en tout cas, le discours, l'action, c'est très en faveur des journalistes pigistes. Mais dans la profession, moi, je ressens par moments une certaine condescendance. Les pigistes. Moi, je tiens à ce qu'on dise toujours les journalistes pigistes. Parce que nos droits, ils sont liés à notre métier de journaliste et à notre statut de salarié. Quand on dit les pigistes, quand ça soit les employeurs, mais des fois, malheureusement, quelques rédactions, on n'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et ça ne me plaît pas. Moi, je suis journaliste à part entière. En 85, c'est au moment justement où R100 voulait racheter le journal de Lignel, qui était bon. Donc, nous, on y était opposés parce qu'on voulait surtout pas voir R100. Donc, il y a eu quand même 12 jours de grève avec non-parution. Donc, comme toujours, quand il y a des grands conflits, il y a ceux qui tiennent bon, il y a ceux qui lâchent un peu, il y a ceux qui sont pas mobilisés à la première heure, qui se mobilisent à la fin. Donc, surtout que dans une entreprise où il y a une vingtaine d'agences, quoi. Donc, il fallait fédérer un peu tout ça et on a tenu, effectivement, c'est la plus grosse grève qu'il y a eu au Progrès. Et tout ça, ça peut créer effectivement quelques dissensions internes, des gens qui partent du syndicat, qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Enfin, on a vécu ça. Bon, Il y a eu 81, avec le changement de PDG de la télévision. Et la première réunion avec Thomas, on était toute une délégation, plusieurs syndicats, et donc il y a un confrère, donc c'est Laurent Després, qui était au Mans à cette époque, et qui dit à Thomas, la société s'honorerait de réintégrer les camarades qui ont été licenciés en 68. Il y en avait 250. Et Thomas dit, je suis d'accord, donnez la liste. Donc on lui a donné la liste, et à l'issue de la réunion, on s'est partagé à plusieurs pour appeler les copains qui avaient été licenciés en 68 pour leur annoncer qu'ils étaient réintégrés. Et pour que nos droits soient respectés à égalité, pour qu'on soit à égalité avec les salariés de Bayard, ça a duré très très longtemps. C'est-à-dire que ça a été une très belle bagarre. Finalement, on a dû aller en justice et je crois qu'on a mis 5 ans pour gagner. Je passe au Figaro en 1980. J'ai le grand plaisir, le grand honneur, je ne sais pas comment dire le mot, d'être réintégré. Le Conseil d'État annule un licenciement, R100 a viré les délégués, et notamment moi. Je mène une bagarre avec le SNJ pendant 3 ans, et le Conseil d'État annule ce licenciement, et je suis réintégré. Donc là, il m'est difficile de ne pas mettre ce point, parce que ça a été un grand moment. Mon premier vrai souvenir, c'est l'élection présidentielle de 1974. Qui a été précédé en 1973 par la rédaction par le SNJ d'un livre blanc qui s'appelait l'ORTF, le pouvoir et les journalistes. Où est l'information? Il faudrait que je vérifie. Et ce livre blanc était une étude du fonctionnement de l'information à l'ORTF. Pour financer ce livre blanc, on a fait des actions syndicales, des concerts, des trucs, des machins. On a vendu du muguet le 1er mai pour pouvoir financer ce livre blanc. Et ce livre blanc a vraiment été, au sein de l'ORTF, un choc terrible, parce que pour la première fois, les journalistes se regroupaient pour dire ce qui n'allait pas. Dire aussi ce qui allait bien, d'ailleurs, parce que ça n'était pas qu'une critique. Le SNJ a toujours fonctionné sur ces deux approches. Et ça a été vraiment quelque chose pour moi de très fondateur, de voir qu'un syndicat pouvait faire ce genre de choses. Ensuite, il y a eu l'élection présidentielle, où nous avons essayé de faire avancer ces idées auprès des candidats, en 1974. Pour l'anecdote, on avait été pratiquement jeté du PC de François Mitterrand, qui était Tour-Montparnasse, qui considérait quand même que ce n'était pas le moment de venir embêter les gens avec ce genre de questions. Je ferme la parenthèse. Et puis, il y a eu l'éclatement de l'ORTF en 1974.
C'est là où je suis passé du militant auquel on confie des tâches à un militant plus actif, parce que l'éclatement de l'ORTF, ça a été un traumatisme énorme pour le SNJ. Il faudrait vérifier les chiffres, mais dans ma mémoire, le SNJ faisait plus de 400 à 500 adhérents au RTF à l'époque, la section RTF. La section RTF du SNJ, c'était un État dans l'État pour le SNJ et pour le RTF. On se réunissait en bureau national du SNJ au RTF une fois par mois, dans la grande salle du conseil d'administration de la Maison de la Radio à Paris. Il y avait les délégués qui montaient de province. Édouard Guibert avait institué des délégués syndicaux SNJ. Il y avait droit à un des délégués syndicaux mais il avait désigné des gens qui avaient pratiquement une protection équivalente à une protection légale parce qu'ils avaient le SNJ au RTF derrière eux. Et les réunions de bureau du SNJ au RTF, c'était très sérieux, très important, avec un ordre du jour, un compte-rendu. C'était une très grosse section qui fonctionnait comme ça et qui faisait peur à la direction et qui permettait d'obtenir des choses. Le cassage de l'ORTF avait plein de raisons, donc casser les syndicats, donc casser le SNJ. On a passé une bonne partie de l'après-midi, je me souviens, pour savoir si en tapant sur un ordinateur, on n'allait pas piquer le travail des ouvriers du livre. Et on a aussi parlé beaucoup de concentration de presse, de pluralisme, parce que bon, c'est vrai que nous on l'avait vécu en Normandie. J'avais assisté aussi à une réunion à Caen qui m'a marqué, c'était animé par Louis Kerouet. C'était les journalistes de Ouest France qui défendaient leurs collègues de Paris-Normandie au moment où le titre était menacé sur le Calvados, où il n'existe plus d'ailleurs. Donc il y avait un discours sur le pluralisme, sur le danger des concentrations qui m'avait bien plu à l'époque. Moi je me souviens d'une réunion où on avait mobilisé des confrères et on était arrivé à une dizaine du SNJ et pour une réunion justement salariale, et là ça avait fait bouger les choses. Et je me suis toujours dit, de toute façon, tout est une question de rapport de force. Et tant qu'on ne montrera pas qu'on est solide, qu'on est motivé, qu'on est déterminé à faire prévaloir nos revendications, ça ne marchera pas. La négociation de l'avenant audiovisuel à la Convention collective nationale de travail des journalistes, que je mène avec d'autres camarades du SNJ, mais enfin je crois que j'en porte pas mal sur mes épaules à cette époque-là, pour le fun, parce que ça m'amuse toujours de raconter ça. On avait fait un travail entre copains du syndicat sur ce qu'il devrait y avoir dans la Convention collective, et on a décidé de présenter un texte pour qu'on négocie sur notre texte, et pas sur le texte des employeurs ou d'autres. Et donc il a fallu le rédiger, ce texte. Et j'ai passé plusieurs jours à rédiger ce texte à la main sur le cahier d'anglais de ma fille je lui avais récupéré. Et j'ai encore chez moi ce grand cahier avec écrit à la main cette convention collective, les 60 articles, qui a été ensuite dactylographié. Mais j'ai gardé ce petit document qui m'a toujours fait marrer. Et on est parti dans ces négociations. Ça a duré assez longtemps, puisqu'on a commencé en 82, on a fini en signé en 83. Je pense que c'était un bon texte qui apportait un certain nombre de choses. Il y a eu des moments durs, il y a eu des grèves. Il y a eu une grève que j'ai conduite contre Édouard Guibert, dont j'ai parlé à plusieurs reprises tout à l'heure, qui était dans la délégation patronale et qui ne donnait pas satisfaction. D'une certaine façon, j'ai tué le père en syndicalisme le jour où j'ai fait cette grève. Et je l'ai peut-être conduite uniquement pour ça, mais ça on fera une psychanalyse une autre fois. Je crois quand même que c'est la grosse grève de 85, parce que c'était chaud quand même. On a bloqué l'imprimerie, on avait... Un jour, on était en accord avec la CGT, le lendemain, on n'était plus parce qu'on apprenait que la CGT négociait en sous-main avec Hersan, qui se fréquentait depuis longtemps. Donc, nerveusement, ça a été vraiment, quand il y a un gros conflit comme ça, qu'on tient à bout de bras, parce que c'était dans le privé, c'est quelquefois très compliqué aussi. Donc j'ai eu pas mal de pression de tous ordres à cette époque-là, quoi. Alors en même temps, ça crée d'émulation, t'as une espèce de sentiment d'avoir une forme de pouvoir, quoi. Et puis, c'est pas toujours évident à vivre quand même au quotidien. Pour le jeune militant que je suis, c'est aussi la découverte des âgés, c'est la découverte de la haine, parfois du public, vis-à-vis des syndicats. On a reçu des lettres d'injures avec de la merde dedans, parce qu'on avait mis l'ORTF en grève et que les gens étaient privés de télévision, des menaces physiques contre Édouard Guibert et d'autres camarades qui étaient très en vue dans le mouvement. Bon. Mais c'est aussi le moment de l'humiliation des confrères licenciés. Je me souviens du jour où Édouard a lu la liste des 271 journalistes licenciés à une assemblée générale. C'est la liste des gens qui vont être tués,
qui a été lu. Et moi, j'ai découvert ce que c'était que le syndicalisme aussi, de sa dimension la plus humaine, du copain qui est à côté de toi et qui fond en larmes parce qu'il est sur la liste, et puis que toi qui ne fond pas en larmes parce que tu n'es pas dessus. Et en même temps, tu ne sais pas très bien quoi faire. Et donc, ça renforce encore ta conviction syndicale. On a réussi à force de persuasion. Moi, on avait bien bossé l'affaire avec les copains de la section Normandie et on a réussi à intégrer des nouveaux échelons dans la grille, ce qui fait ça permet d'avoir un petit déroulement de carrière et ça a fait quand même progresser les choses pour certains confrères qui gagnent un peu moins mal leur vie, je dirais. Je pense à cette bataille de 1968 autour de la maison de la radio, qui a été tout de même à la fois fort et festif, puisque c'est pas une anecdote, mais c'est un mouvement partagé. Il s'agissait en 68 de faire tomber les murailles de ce que représentait l'audiovisuel et la maison de la radio. Et donc pendant 8 jours, toutes les corporations, chaque jour un métier différent, a tourné autour de la maison de la radio pour au 7e jour en faire tomber les murailles. Et donc il y avait un côté à la fois fort et un côté festif. Je ne peux pas travestir la vérité. Les murs sont toujours là, donc au 7e jour, ces murailles ne sont pas tombées. Mes premiers congrès du SNJ, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait encore à l'époque une certaine aristocratie du SNJ. Il y avait des gens comme Claude Durieux, Marcel Rolls, qui venaient en cravate, les épouses les accompagnaient, donc l'après-midi il y avait des activités dans les villes de congrès pour les épouses. Donc c'était encore les années 70. Et après, il y a eu des périodes où le SNJ avait des difficultés financières, donc on s'est retrouvé, je me souviens, à la Comité nationale dans la banlieue de Paris, je ne sais plus où, mais avec des souris dans les couloirs, quoi. Donc c'était la période noire, les finances étaient au plus mal, Boissari avait trouvé, je ne sais plus, c'était un foyer, mais c'était vraiment limite. Moi, je me souviens d'avoir organisé le Comité national en 1987 à Val-de-Reuil, dans une ville nouvelle qui était pas terminée, et en fait... c'était tellement peu terminé qu'on s'est baladé de la salle de réunion à la résidence. On traversait un chantier et les mecs, le soir, ils pataugeaient un peu dans la boue. Et ça reste encore dans les souvenirs de quelques-uns. Je te parlais tout à l'heure du congrès d'Ambleteuse. Donc, au bord de la mer, moi, j'adore me baigner. C'est moi, Ambleteuse dans le Nord. C'était octobre ou novembre. Bon, il faisait pas très beau, mais il y avait la mer à la proximité. À 3, on part sur la plage, je ne sais plus qui était le 3e. Dodo était en manteau de fourrure, et moi, en maillot de bain, parce que je sortais de l'eau. Il y a eu une photo qui a mémorisé ce moment, c'était marrant. Pour moi, c'est toujours un plus quand un congrès est au bord de la mer ou d'un lac dans lequel on peut se baigner. Parmi les anecdotes, il y a le mémorable tenue que Michino pratiquait couramment, à l'improviste bien sûr, et qui consistait à prendre à l'improviste très fermement par derrière, mais par les oreilles, les personnes qui étaient ses victimes. Et ma foi, c'était assez apprécié par l'ensemble des autres. Les victimes, ça dépendait de leur humour. Et je me souviens de Daniel Gintot et de moi-même en vélo, en train de faire tous les hôtels du Touquet où nous étions logés pour obtenir l'assentiment de Croix et assentiment pour qu'il se présente à la présidence du SNJ. Et alors, ce livret de journaliste, moi j'en ai entendu parler pendant 15 ans au bureau ici. J'ai appris qu'il y avait eu un week-end de travail à Orléans, il n'en est rien sorti. Puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai dit au bureau, moi je me propose de réfléchir à ce livret du journaliste. C'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré la documentation qu'il y avait ici au Bureau national. Et puis, j'ai commencé à rédiger des fiches, parce qu'il fallait faire des fiches sur les prud'hommes, sur les comités d'entreprise, sur les délégués du personnel, en fait, tout ça. Et j'ai été rejoint dans ce travail par François Boissari. Mais je suis bien à l'initiative de ce livret du journaliste. Alors, le patron, il faisait travailler sa fille, sa femme, sa nièce, le mari de sa nièce. Donc, évidemment, je dois dire que je n'étais pas très soutenue par toute cette partie des salariés. Mais... Je pense aussi, comme ça, à une section qui avait un rituel.
c'est la section du Maine-et-Loire qui avait un rituel bien en place. Il s'agissait pour les autorités, plus la personne était gradée, plus le jeu en valait la chandelle. Et il s'agissait de se mettre derrière la personne et de lui tenir les oreilles. Et donc, si c'était un ministre, le challenge avait un fruit, une saveur sans pareil. Et donc, c'était un grand moment festif de la vie du syndicat. Pour raconter une anecdote, on a un jour, je ne sais plus en quelle année c'était, à Radio France, était embarqué dans un conflit. Et j'étais pas pour que le SNJ aille dans ce conflit. Mais bon, on y est allé. Et j'avais très très peur que des excités aillent couper l'antenne. Et donc, j'ai donné des consignes, parce que j'étais dans une situation personnelle à ce moment-là très difficile et très délicate. J'ai donné des consignes à un copain de la CFDT syndicaliste technique pour qu'il essaye d'éviter que des excités, membres du SNJ, aillent couper l'antenne. Couper l'antenne, c'est quelque chose qu'on fait dans des cas rarissimes. Et là, ça ne le valait pas. Et donc, on n'a pas coupé l'antenne. Et il y a eu ensuite une assemblée générale où je suis arrivé malheureusement en retard parce que mon père venait de mourir. C'était pour ça que je n'avais pas pu être là le matin. J'étais à son chevet. Et j'ai été sifflé par l'assemblée générale. Moi, et pas le SNJ, heureusement. C'est un mauvais souvenir, mais voilà, une anecdote, en voilà une. Bon, un jour en Normandie, on nous a fait comprendre, alors c'était l'époque de Giscard, on nous avait comprendre que le véritable directeur politique du Pays d'Auch, c'était un certain Michel Dorlano, qui était son ministre de l'Industrie, qui était le député du coin. Donc j'ai décidé de quitter la Normandie pour me retrouver dans le sud-est de la France, au Progrès. Et quelques années plus tard, alors que c'était assez imprévisible, Hersant a d'abord racheté le Dauphiné libéré, et puis le Progrès, donc en fait j'étais parti pour quitter Hersant, mais je l'ai retrouvé comme patron à l'autre bout de la France. Ah non, un autre très très bon souvenir, une expérience de vie terrible. C'était un congrès dans le Nord, à Arras je crois. Dans les propositions de visite dans la région, on nous a proposé de visiter une mine qui était encore en activité. Moi, je suis un peu claustrophobe, j'avais demandé à prendre un cachet, mais on est descendu dans cette mine. C'était Zola. Incroyable. Des types qui travaillaient allongés sur le... Comment ça s'appelle le front ? C'est pas le front de neige, le front de... Enfin bon. Allongés avec leur espèce de marteau-piqueur pour... Et on a eu l'occasion de discuter avec des gens dans ce qu'on appelle la salle des pendus, c'est-à-dire là où ils mettent leur tenue de travail, dégueulasse, pleine de charbon. On nous a montré que eux, ils n'avaient que des douches froides, alors que les gens, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cadres, les mecs, qui eux descendent, bah alors bien sûr ils se salissent un peu, mais c'est pas, avaient des douches chaudes. Ça, le mec qui nous a raconté et qui était des charbonnages était lui-même choqué. Pareil, un coup de téléphone de François Boissary, c'était à la fin 87, qui me dit tiens Pierre, je cherche un quatrième homme pour la liste à la commission de la carte, de la commission de la première instance. Je dis non, j'ai pas le temps, puis moi je suis un petit journal, je veux pas... Mais de toute façon, t'inquiète pas, je te mets quatrième, on n'a que 3 élus, c'est pour faire la figuration, quoi. Ah bon, je suis d'accord. Oui, sauf que en 1988, le SNJ a remporté 4 sièges. J'arrive à Matignon, je suis tout seul, non seulement du SNJ, mais le seul journaliste, face à tous les administratifs et juristes de Matignon. J'étais vraiment dans une sacrée merde. C'est le dernier truc, un des meilleurs trucs que j'ai négocié, c'est la réduction du temps de travail. Et on était 2 du SNJ. Il y en a un, mon copain en voulait pas, il voulait pas de ce truc-là. Et donc j'ai dit au patron, écoutez, faut le convaincre. Et on a pris une bouteille de whisky, puis on a négocié tous les deux. On a fait notre truc. On était à la rédaction juste après la reprise, et un matin, on l'a vu débouler, Philippe Hersant, tout seul, qui est venu nous serrer la main dans la petite rédaction où on était. Et Philippe Hersant, on le connaissait comme ça, de nom, et ça me fait drôle.
disons, de le voir tout timide, venir serrer la main des journalistes qui étaient au boulot. Enfin, Martine était déjà très en pointe sur les droits des journalistes pigistes. Et à un moment, il y a une militante qui s'est levée en disant « Bon, les pigistes, ça va, on en a marre, on parle que de ça. » Et ça, je me souviens que ça m'avait rendu... Je dis pas que c'était le sentiment dominant, mais c'était encore assez prégnant à l'époque, notamment en PQR. Un directeur de l'information de Radio France licencié, avec lequel je m'étais beaucoup engueulé, et qui m'appelle et qui me dit « Pierre-Gand, je voudrais vous voir. » Je viens le voir dans son bureau. « Voilà, la présidente vient de me dire que je suis licencié, est-ce que vous pouvez me défendre ?» C'est amusant. Je l'ai défendu, mais il a quand même été licencié. Ça fait partie un peu de folklore du SNJ. C'était les séances de nuit électorales. C'est-à-dire qu'on avait perdu du temps pour X problèmes de la journée. Donc, Boissari à l'époque décidait on va faire une séance de nuit après le dîner. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines séances de nuit où les gens arrivaient bien gais. Et puis, j'ai vite repéré qu'il y avait des choses qui étaient préparées en amont, des petits conciliabules pour écarter un tel, pour accueillir un autre. Donc, ça se passait souvent, quand il n'y avait pas de salle, ça se passait dans certaines chambres qui étaient vite identifiables, avec des éclats de voix. Et puis, comme toujours, quand il y a des élections, il y en a qui le lendemain faisaient la gueule, qu'on n'a pas revu. D'autres qui étaient tout contents. On allait fêter ça dans la chambre avec Fufu qui nous offrait de l'Armagnac. Donc, cette séance de nuit, ça a toujours été un peu folklorique. Mais je pense que les gens aimaient un peu ça parce que les élections, ça excite un peu. Et on m'a fait un coup pendable. C'était un congrès, je ne sais plus à quel congrès. On s'est retrouvés au congrès. Un moment à parler des droits d'auteur. Et donc, moi, j'étais à la SCAM, au conseil d'administration, et puis je présidais la commission des journalistes. Et des membres du bureau étaient allés négocier avec la Société des gens de lettres pour leur demander s'ils étaient prêts à accueillir les journalistes, alors qu'on n'en avait parlé nulle part, nulle part. Et donc, à un moment, on se retrouve dans une réunion au congrès, une séance de travail, avec les représentants de la Société des gens de lettres qui venaient pour nous parler de leur société et disaient qu'ils étaient prêts à nous accueillir. Et tout ça avec la complicité du secrétaire général, du secrétaire. Alors là, ça fait un sacré foin, hein, et je n'ai pas apprécié. Il se trouve qu'on a un confrère dans la section qui ronfle, et qui ronfle beaucoup, et c'est même assez extraordinaire. Et je ne dirai pas son nom, peut-être qu'à la fin je le dirai, mais avec Philippe Bienchard qui partageait sa chambre, il en a eu marre un jour et il a dit il faut que je fasse écouter ça à tout le monde, quoi. Donc il m'appelle, il dit viens voir, tu vas voir que Miron, effectivement c'est assez impressionnant, à tel point que le camarade en question, on l'appelait le Marcassin. Et Philippe Bienchard a inventé, je crois que c'est au congrès d'Angers, il a inventé le Marcassin Tour. Et maintenant, depuis Angers, il y a eu celui du Nord, il y a eu celui de Marseille, où on organise systématiquement le Marcassin Tour, c'est-à-dire qu'à 1h ou 2h du matin, on se glisse subrepticement dans la chambre où elle est, et on fait payer 5 centimes pour venir voir et écouter ce camarade qui ronfle de façon extraordinaire. Et pendant mes premières années de négociation sur le droit d'auteur, j'ai beaucoup de confrères qui me disaient avec ironie, de toute façon, à Jean-Paul, dès qu'on touche de l'argent, moi je te reverse 5%. Oh puis tiens, 10%. Et alors, j'ai eu l'idée à un moment, j'ai dit, tiens, au prochain congrès, je vais annoncer publiquement à tout le monde que j'ai affiché un RIB sur le tableau et qu'ils peuvent me verser les 5 ou 10% sur mon compte en banque. Oui, c'est clair que pour moi c'est une fraternité. Cette fraternité n'est pas sans nuages, mais c'est des contacts intersyndicaux, c'est des contacts avec d'autres catégories du personnel, des militants, je pense à des militants du livre, mais aussi des employés et des cadres. Voilà, c'est un mouvement large qui se continue, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler du syndicat au passé, je continue d'y militer. 54 ans plus loin, de 1962, cette lutte collective continue. Des grandes amitiés, des très grandes amitiés. J'ai cité Édouard Guibert tout à l'heure, qui est un monsieur qui m'a profondément marqué, qui est décédé. Édouard est décédé en 2000.
par son engagement, par sa rigueur intellectuelle, par sa culture, par son sens du service des autres. Je pense qu'il représentait très bien ce qu'était le SNJ, c'est-à-dire cette volonté de faire un journalisme au service de la population, au service des faits, et en même temps d'être engagé dans une action collective pour que l'information soit encore meilleure. Notre engagement syndical au SNJ n'est pas un engagement pour les journalistes. Il est pour les journalistes, mais d'abord pour les citoyens auxquels les journalistes livrent une information. Et Éluard portait ça très bien. Je voudrais citer un autre homme que j'ai beaucoup aimé, qui est décédé également, qui est José Maderne, que vous n'avez pas connu au National, qui était un des délégués de Radio France Internationale d'origine espagnole, qui était un homme de grand talent, grand poète, personnage flamboyant et un très bon militant. C'est avec lui que nous avons gardé la flamme vacillante du SNJ dans l'époque post-75. Voilà, et puis d'autres personnes que j'ai rencontrées, qui sont devenues pour certains des amis, pour d'autres simplement des relations que je continue à garder. Et puis je crois aussi que le SNJ a su, comment dirais-je, donner à tous les gens qui s'y sont vraiment engagés une unité au service d'une idée du journalisme et d'une idée de l'information dans un pays. Finalement, il y a eu des relations qui se sont créées aussi avec des gens de la commission de la carte. Et puis bon, avec les confrères de la Normandie, ça c'est extraordinaire. Enfin bon, que ce soit Pierre de Limoges, Philippe Guinchard, Patrice Bossé, tout ça, c'est des vieux compagnonnages qui font qu'on se retrouve avec plaisir, quoi, tous les ans à l'Assemblée Générale ou ailleurs au Congrès, quoi. L'apport du syndicat était important parce que ça a été l'occasion de nouer des contacts, des amitiés solides, franches. Ça fait du bien, ça. J'étais femme et très jeune. Et moi, je veux dire, quand j'arrivais dans des... Je suis allée dans des congrès dès le début, c'était un peu tous ces mecs bien mûrs. Moi, gamine, femme, effectivement, on était très minoritaires. Et donc, dès qu'il m'a vu arriver, il était mais fou furieux. Il a écrit une lettre au syndicat en disant « La Suzanne au sein accueillant ». Malheur, j'étais folle. Alors j'ai eu ça, oui. Alors non, je crois pas avoir souffert de sexisme. Enfin bon, en tout cas, ça m'a pas intimidée. Mais je dois dire que moi, j'avais écrit à l'ESJ de Lille pour dire je voudrais intégrer l'école. Et la réponse du directeur, ça avait été ce n'est pas une profession féminine. J'en étais baba. Je me suis évidemment pas laissé démonter, mais je suis pas allée à l'ESJ de Lille. Donc j'ai une grande reconnaissance au Dauphiné libéré de l'époque. Pas à Richereau, parce que quand j'ai voulu être embauchée ensuite, il m'a dit qu'il n'avait que 3 femmes et que c'était 3 de trop dans ses rédactions. Oui, non, je crois pas avoir souffert de sexisme au sein du syndicat, au sein de la profession, un peu, oui, un peu, d'être pas d'être d'emblée prise au sérieux comme pouvait l'être un mec de 40 balais, moi, voilà, 25 ans, femme. Ah, mais pour revenir au machisme, écoute, c'est incroyable. Une fois, je ne dirai plus où c'était, d'abord je l'ai un peu oublié, et je ne dirai... C'était un des organisateurs. J'ai eu à lui demander quelque chose, je pense que c'était pour laisser mes bagages dans sa voiture, parce qu'il n'y avait pas de conscience, enfin, je ne sais plus exactement comment il s'est passé. Et il y avait une soirée festive, tout le monde buvait bien, et j'étais au bar, et à un moment il arrive, il me pose les clés de sa chambre, et puis il me dit « Tu peux m'attendre dans ma chambre ». Mais il n'y avait pas eu l'amorce d'une drague. Et je ne crois pas, dans mon attitude, avoir ouvert cette piste. J'étais effondrée. Bon, enfin, c'est pas très grave, il ne s'est rien passé, parce que je ne suis pas allée l'attendre dans sa chambre. Je n'ai même pas dit « Et si nous montions ensemble ?» Non, voilà mes clés, tu peux aller m'attendre.